Maintenant qu'on sait dessiner des primitives, on va pouvoir s'amuser à leur appliquer des transformations. Donc des transformations de type changement d'échelle, rotation, translation, mais également la manipulation de l'opacité, ou de la transparence, tout dépend comment vous voyez les choses. Alors, il est très important de préciser qu'il faut appliquer les transformations avant l'opération de dessin, ce qui paraît logique, sinon ça ne marche pas. Et encore une fois, c'est notre objet de type contexte qui est à l'œuvre. Je vais donc ici changer l'opacité de tous les dessins qui vont suivre ma directive. On redéfinit l'opacité des dessins qui vont suivre en manipulant la propriété global alpha dont le minimum vaut 0 et le maximum vaut 1. Ce qui fait que si je veux une transparence ou une opacité à 50%, je dois donc la noter 0.5. Je relance le build. Le build est passé. Comme je peux le voir ici, la transparence de mon dessin a changé, et on peut raisonnablement considérer que notre définition de l'opacité a bien fonctionné, et que je suis donc à 50% d'opacité ou de transparence, puisque je suis tout pile à mi-chemin entre les deux. Il peut être amusant de constater qu'on définit donc l'opacité pour les dessins qui vont suivre, ce qui signifie que l'on peut envoyer des dessins par-dessus d'autres dessins en transparence. Prenons le cas, par exemple, d'un autre carré, enfin d'un autre rectangle que je voudrais dessiner avant ce rectangle-là. J'aurai juste donc à copier-coller les directives suivantes. Je change la couleur, donc ici je vais mettre bleu. Attention, Fill Style, c'est comme du CSS, ça permet également de prendre des raccourcis web, ceux que vous avez dans les feuilles de style. Je vais donc dessiner un rectangle aux coordonnées, allez on va dire 300, 220. Je vais le dessiner, il fera 100 de largeur pour 100 de hauteur, en fait on va en faire un carré. Et on le dessine donc avant ce rectangle-là dont l'opacité est à 0,5. Toujours pareil, build, etc. Comme on peut le constater, on a bien notre carré bleu et on a un rectangle rouge à moitié transparent qui passe par-dessus. Maintenant que l'on a fait en sorte de manipuler la transparence, on va manipuler la translation. Alors faites attention, la translation, c'est comme pour l'opacité. Cela définit la translation pour tous les dessins qui vont suivre. La translation, pour celles et ceux qui ont oublié, c'est le fait de se déplacer sur un ou plusieurs axes. Donc ici, je vais déplacer l'origine des futurs dessins sur l'axe des X et l'axe des Y. On déplace le point de départ des futurs dessins à l'aide de la méthode context.translate. Je vais donc dire que je vais tout décaler de 100 pixels vers la droite et de 0 pixels sur l'axe des Y. Je veux juste donc tout décaler un peu vers la droite. Je compile. Le build est passé. Comme on peut le constater ici, tous les dessins se sont décalés de 100 pixels vers la droite. Si j'avais posé la translation entre les deux dessins, seul le carré rouge se serait déplacé vers la droite et le carré bleu
serait resté, lui, au point précédent. Maintenant que l'on a joué avec la translation, on va pouvoir jouer avec la mise à l'échelle. Donc ici, on définit l'échelle des futurs dessins sur l'axe des X et des Y. Cette fois, au lieu de translate, on applique la méthode scale. On doit donc définir l'échelle sur l'axe des X. Ici, on va dire qu'on définit 2. Tous les dessins seront 2 fois plus gros sur l'axe des X. Et on va dire qu'ils seront, allez, 0,5 fois plus gros, donc 2 fois plus petit, sur l'axe des Y. Le build est passé. Ok. Comme vous pouvez le voir, les dessins ont changé. Alors, il faut bien comprendre que la mise à l'échelle fait tout bouger, c'est-à-dire même le système de coordonnées. Comme vous pouvez le voir ici, on a fil rect qui commence à 300 par 220. Mais il se trouve que j'ai tout décalé de 2 fois l'axe de 2 sur l'axe des X. Donc ici, j'ai bien la coordonnée 300 fois 2, c'est-à-dire que l'origine de mon fil rect ici va commencer non plus à 300 sur l'axe des X, mais sur 600. C'est pour ça qu'on le voit autant décalé ici. On va changer ça un petit peu, on va tout mettre en 2 fois plus petit. Comme on peut le voir ici, on a appliqué une échelle de 0,5 sur l'axe des X et une échelle de 0,5 sur l'axe des Y. Il en résulte le fait que toutes les coordonnées que l'on a tapées jusqu'ici, à savoir les centres des les coins en haut à gauche des carrés, les coins en haut à gauche des rectangles, etc. En fait, toutes ces coordonnées se voient divisées par 2, ou plus exactement multipliées par l'échelle. Fois 0,5, ça revient divisé par 2. Maintenant que l'on a joué avec la translation et la mise à l'échelle, on va pouvoir jouer avec la rotation. On va donc appliquer pour ça la méthode rotate. La méthode rotate prend comme paramètre un angle. Cet angle, on va dire que ce sera 45 degrés. Sauf que c'est comme pour le dessin du cercle de tout à l'heure. En fait, les méthodes de dessin prennent généralement des angles en radians. On va donc multiplier cet angle par mat.pi, qui est le nombre pi, et on divise le tout par 180. Et ici, je change le commentaire, on applique une rotation de 45 degrés au repère. Comme vous pouvez le deviner, ça va probablement changer les coordonnées que l'on voit ici. En fait, le point de départ, ça sera le point 00 du canvas, et toutes les coordonnées vont se voir appliquer une rotation de 45 degrés par rapport à ce centre. Donc le coin en haut à gauche. On compile et on teste. Hop, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des dessins se sont vus appliquer une rotation de 45 degrés par rapport au coin en haut à gauche du canvas. En fait, c'est tout le repère en lui-même, c'est-à-dire, c'est comme si vous appliquiez une rotation au canvas lui-même avant de dessiner et qu'il dessinait le canvas qui vient d'être rendu au sein du canvas qui se trouve là. Un peu comme si vous preniez 2 feuilles de papier. La première, vous la posez par-dessus l'autre. Vous appliquez une rotation de 45 degrés à votre feuille de papier, vous dessinez dessus, et enfin, vous décalquez le résultat en gardant la deuxième feuille à 45 degrés. Et donc, ça donnerait ce résultat-là. Maintenant que l'on a joué avec l'ensemble des méthodes qui nous permettent de transformer le repère, eh bien, on va pouvoir les cumuler.
Je vais donc appliquer une mise à l'échelle de 2 par 2. Puis je vais appliquer une translation de 10-10. Je compile et je teste. Comme vous pouvez le voir ici, on ne voit plus rien parce que finalement j'ai zoomé 2 fois trop. Donc en vérité, j'aurais dû conserver le 0,5. Je vais le changer et on va retester ça tout de suite. Vous voyez? Là, ici, ça a changé. Il faut bien que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que les transformations, les opérations de transformation sont cumulatives, certes, mais non commutatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordre dans lequel j'applique les transformations va changer le rendu. Par exemple, si j'applique la mise à l'échelle, la translation et la rotation, ça ne donnera pas exactement la même chose que tout à l'heure. Là, on voit encore le résultat de la configuration précédente, on recharge, et on peut voir que ça a légèrement changé. Donc faites bien attention, l'ordre des transformations impacte le rendu. C'est très important de s'en souvenir. Cela vient du fait que l'API qui vient avec la balise Canvas utilise une matrice de transformation pour stocker l'ensemble des transformations que vous avez appliquées. On reviendra plus tard sur ce qu'est une matrice, ce sera le sujet d'une vidéo au moins en entier, qui viendra bien plus tard dans le cycle de formation de barista. Sachez juste que le fait d'appliquer telle ou telle opération de transformation à un moment donné vous permettra d'obtenir des résultats différents. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais je vais avoir un problème, je vais rapidement avoir un problème. Moi ce que je veux, c'est dessiner pas mal de choses les unes à la suite des autres, hein, sinon ça m'intéresse pas. Mais si, à chaque fois que l'on fait appel à une méthode de transformation, ou à une méthode de dessin, ou autre, on définit en gros toutes les apparences ou toutes les configurations des dessins qui vont suivre, comment on peut faire pour faire en sorte de revenir à l'état initial, afin de réappliquer d'autres transformations pour d'autres types de dessins. On va quand même pas s'amuser à appliquer toutes les opérations inverses à celle-ci. Par exemple, le context scale 0,5, il faudrait que je applique un context scale 2 pour pouvoir avoir quelque chose, que je redéfinisse un global alpha. Non, ça serait pas vivable. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire appel aux méthodes save et restore. Les méthodes save et restore permettent, comme leur nom l'indique, de sauvegarder le contexte. On sauvegarde le contexte tel qu'il est au moment où on le sauvegarde. Et enfin, quand on souhaite le restaurer, quand on souhaite restaurer le dernier contexte sauvegardé, alors on a juste à appeler la méthode restore. On restaure le dernier contexte sauvegardé avec save. Maintenant, seul notre carré bleu sera affecté par ces modifications. Et ensuite, on restaure le contexte afin d'avoir un contexte vierge de toute modification à cet endroit-là. Puis ensuite, on lui applique les modifications que l'on souhaite avoir. On compile et on teste. Hop, comme on peut le voir, notre rectangle est revenu à la place qu'il avait au départ. Seul le carré bleu a été affecté. Un dernier petit mot sur les méthodes save et restore, surtout sur la méthode save. La méthode save fonctionne un petit peu comme si vous empiliez des assiettes les unes sur les autres. C'est-à-dire que
si je fais en sorte d'avoir un contexte qui possède ces transformations-là, et que je souhaite le sauvegarder. C'est-à-dire que j'ai un contexte qui est sauvegardé ici, au temps est égal T1, et si je refais appel à context.save, ici, eh bien ça me sauvegarde le contexte tel qu'il est défini ici en T2, tel qu'il est en T2. C'est ici T2. C'est-à-dire que le contexte qui est sauvegardé là, c'est celui qui était sauvegardé là, plus les transformations qui sont là. Et lorsque je restaure le contexte ici, c'est le dernier contexte qui a été sauvegardé, donc ici T2, qui sera restauré. C'est-à-dire que je vais donc avoir ici les modifications qui sont là, qui seront appliquées au prochain dessin, parce que je n'ai pas appliqué 2 fois restore afin de remonter jusqu'en T1. Gardez un petit peu cette image de la pile d'assiettes. Chaque fois que vous faites appel à context.save, vous posez une assiette avec du contenu à l'intérieur. Et chaque fois que vous faites appel à context restore, vous enlevez une assiette. Naturellement, vous enlevez l'assiette qui est sur le dessus de la pile, pas en dessous, sinon tout se casse la gueule. Et bien là, c'est exactement pareil.